veuillez accueillir Super Poli, votre professeur de ce soir. Hop, peut-être, s'il veut bien décrocher. Il n'y a pas de jeu avec Polly Pocket. Non, pas que je sache en tout cas. Bon, je t'avoue par contre Bonsoir. que j'ai hésité à refuser Parce la que j'ai pas grève. voulu dire que tu étais beau, grand et magnifique. Ah non, 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 je l'aurais fait quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je viens de voir que fais attention sur le. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Voilà, coucou, coucou tout le monde. Hein. Enchanté, je vous fais pas la bise, hein, mais le cœur y est. Et d'ailleurs, oui, ton chat, fais attention, il sort un peu de ton cadre. Voilà, c'est dit. Voilà, je Oui, balance, ouais, je j'accuse. sais, je sais, je sais. Tu peux, vas-y, accuse, accuse, Ok, accuse. j'ai le droit de manger mes bonbons comme tout à l'heure? Vas-y, mange tes bonbons. Non, je plaisante, on va Tu peux. éviter. Du Voilà. coup, Du coup, je vais. bonjour. Bonjour, Polly. Bonjour, professeur Polly. C'est quoi ce. Il y a eu. Oh punaise, il y a eu un son. Il y a eu un son, il y a des sons, il y a des voix qui me parlent. C'est dans ta S'il tête, vous plaît. ça. C'est dans ma tête, c'est partout. C'est partout, tu as des Je problèmes dans ta suis. tête. Ouh, bro, c'est bon, c'est pas nouveau ça. Non, c'est... Non, probablement pas. Je vais arrêter de regarder ton stream parce que je vais te laisser le lurk, mais c'est vraiment perturbant de voir, de t'entendre me parler, mais de ne rien voir. Oui, mais c'est toi qui n'as pas voulu mettre une caméra. Bon, vas-y, allez. Partage ton écran, on va vous mettre les... Bon, je fais ce que je veux déjà. S'il te plaît. Merci. Professeur, vous voulez bien partager votre diapo, s'il vous plaît? Ouais, attends, 30 secondes. Il faut que je fasse les choses là. Format, affichage, diaporama. Du coup, pour le chat, coucou tout le monde. Là, maintenant, je vais être un peu plus sérieux, même si bon, les diapos, donc les diapos sont pas non plus ultra sérieuses, dans le sens où je suis pas là pour vous faire un cours pété méchant. En tout cas, j'ai la flemme sinon. La polyflemme. C'est pour ça que tu t'es appelé comme Bref. ça. Ah bah oui, non mais complètement. Complètement. Et une référence mythologique, si vous l'avez, vous êtes des bons. Donc le cours il est pas ultra sérieux, même si c'est des informations réelles hein, que je vais vous donner sur le permien. Oh mes fleurs elles sont desséchées, va falloir que je change l'eau. Et j'ai une capacité d'attention incroyable. Oui, comme la nôtre. Et surtout ce que je veux dire, c'est que les slides, voilà, donc Méga vous avez parlé que j'étais en train de traduire les slides. Il y en a trop. Il y a trop de slides à traduire. Du coup, il a eu la Du coup, flemme. excusez-moi, elles seront en anglais, mais ma présentation sera en français. Et de toute façon, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, Oui. je suis pas là pour faire les questions à la fin. Si On vous est avez là des pour faire les questions, questions au posez-les milieu. direct. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au début, après, avant. Sauf Pintic. Pintic, il a pas le droit. Pintic, t'as pas le droit de poser des questions. Qu'est-ce que t'as fait encore Non, à Polly? c'est juste pour l'embêter, puisque c'est la personne que je connais le mieux parmi vous, en tout cas que j'ai vu. Bref, je te présente mon écran. Ouais, comme ça, je peux, hop, passer tout ça. Il est au coin. Ouais, Pintic, il est au coin. Hop, c'est bon. On est sur la bonne Ok. scène. Donc, par contre, je n'ai pas ton chat sous les yeux, donc Non, s'ils ont des c'est moi questions, qui pose les questions et qui donne les n'hésite pas à blagues. gérer. Ouais, voilà. Exactement. Pour l'instant, Pintic est au coin à cause de toi. Voilà. Ah, et RIP. Bon, bah du coup, je vais commencer. Donc, Est-ce que tu le connais la but de chaîne YouTube Simplex Paléo? Est-ce que tu valides? de nom vite fait, mais j'ai jamais cherché à trop regarder. J'en ai parlé d'ailleurs aujourd'hui avec mon maître de stage. Euh, et, euh, et du coup, c'est tout, voilà. D'accord. Je connais, moi, je prends comme ça vient et je regarde pas trop les noms des chaînes que je regarde. Ok. Donc, si ça se trouve, j'ai déjà vu plusieurs vidéos de sa part, mais sans trop m'intéresser à qui était derrière. Il y a Pintic qui dit que tu l'as embêté, qu'il t'a embêté trop de fois sur son Warwick, apparemment. Il me cherche, lui. Pintic, jamais. C'est pas son genre. Allez. Du coup, donc, voilà, donc bah, je vais commencer. Donc, en gros, le but de ce soir, c'est de vous parler du Permien, et pas exactement de comment on y était, est-ce qu'il faisait bon ou pas, mais de vous parler de l'extinction de masse du Permien, d'où le titre, un mass extinction, qui est donc extinction de masse en anglais. Merci Captain Obvious.
Merci Google Donc Trad. l'extinction de masse, je vais vous définir tout ce que c'est. Il y a des petits trucs interactifs, donc n'hésitez pas à participer. Tout le monde peut participer, hein, n'importe qui, sauf moi-même. Du coup voilà. Donc en gros, en premier lieu, une extinction de masse, ça touche la biodiversité. Donc je pense qu'il est important de vous définir ce qu'est la diversité, la biodiversité, les familles et les espèces. Puisque vous savez, vous n'êtes peut-être pas Il y a un forcément raton laveur. familier. Pardon. Il y a un raton laveur, il y a un renard. Putain, il y a un raton Vulpes laveur. en plus. Vous n'êtes peut-être pas familier non plus avec ces principes. Donc, pour la biodiversité, sachez qu'on peut pas personne ne pourrait vous donner une définition parfaite. Ça n'existe pas. C'est un terme tellement vaste et large que une personne qui arriverait à vous donner une définition serait un menteur. Pourtant, on peut essayer de la simplifier. Du coup, donc par exemple, on a un auteur, donc Swing Lang, qui en 2013 l'avait défini comme étant le nombre d'espèces, le nombre de la richesse d'espèces. Donc, grosso modo, c'est plus on a de biodiversité, ça équivaut à combien d'espèces on a dans un territoire donné, dans une aire prédéfinie. Une façon plus complexe, et ce serait du même auteur, celle-ci. Alors honnêtement, elle est longue. Oh putain. Alors, en gros, donc la biodiversité est un attribut et l'attribut d'une aire fait référence à des spécificités au sein d'une variété et parmi les vivants d'une même communauté d'assemblage d'organismes vivants, de communautés biotiques ou de processus. Donc tout ce qui est biotique, ça va être tout ce qui se réfère au vivant, grosso modo. Que ce soit actuel, donc fait par exemple par la nature elle-même, ou bien modifié par l'homme, puisque l'homme a un impact dans notre biodiversité. Mais ça, je vais y revenir un peu plus. Bien joué. Bien joué. La traduction comme ça. En plus, je l'avais pas révisé. Hein, non, sur le moment, c'est assez chaud. Bonsoir, mamie, j'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde, coucou aux viewers. Voilà, je refais des bisous. Joue gauche, joue droite. Et pour les plus sages, vous en aurez un sur le front. Voilà. D'habitude, j'ai dit sur les fesses, mais bon. Mais pas ici. Du coup. Non, pas ici. Alors, maintenant, je vais vous passer à une petite chronologie donc, de la diversité, de la biodiversité, puisqu'en fait, bien que ce terme existe depuis l'Antiquité, depuis énormément de temps, jusqu'à ce que les hommes en fait se soient dit, venez, en fait, c'est peut-être important de se poser des questions sur notre environnement, sur la nature, sur comment on interagit avec elle. Du coup, ça existe depuis très longtemps. Les philosophes grecs y réfléchissaient déjà. Mais ça s'est vraiment mis en place en fait à partir du 18e. Et notamment eh bien, avec la publication d'un barbu que beaucoup connaissent, je pense, qui s'appelle Charles Darwin, qui a publié du coup l'origine des espèces. Et qui est donc en 1859, hein, comme vous voyez sur la frise. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, moi je la vois. Ah, c'est bien, ça va être un pointeur. Du coup, Darwin en 59 a publié donc ici, hein, vous voyez là où je montre. Il a publié l'origine des espèces et ça a été un peu le moteur de la prise de conscience des définitions du monde qui nous entoure. Même si, bon, avant, comme vous pouvez voir, il y a déjà eu des idées pour faire des parcs naturels, pour sanctuariser des espaces naturels. Pour autant, le premier parc naturel, il date de bien plus tard. C'est le parc de Yellowstone et je crois qu'il date des années 1910. Là, j'ai plus la date en tête, honnêtement. Donc, ou c'est en 1870, un truc comme ça. Enfin, c'est bien plus tard. Ça fait ultra pro ça. Donc voilà. En plus, avec la publication de l'origine des espèces,
il faut aussi se dire que l'homme a commencé à sérieusement dégrader son environnement. La révolution industrielle étant le point de départ, le point de départ de ces prises de conscience également, puisque on a commencé à se dire, on fout un peu la merde, il serait peut-être temps de réagir là. Par exemple, hein, pour vous donner aussi une idée, quand on parle en termes de datation ou autre dans le milieu de paléontologie, pour la datation, le climat, etc., généralement, la date qu'on prend pour l'homme, c'est 1850. Une date qu'on estime étant le début de la révolution industrielle. C'est parce qu'on a tellement impacté l'environnement à partir de ce point-ci, qu'on se dit, ok, là c'est notre marqueur, on s'en sert comme référence, et après, on sait que qu'on a tellement modifié le truc que finalement, autant prendre un point qui est stable avec des données qu'on connaît. Alors que là, maintenant, le climat, l'environnement change constamment. Il y a une question dans le chat, très sérieuse. Oui, vas-y. C'est pas vrai. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Alors pour ça, tu te mets sur les tiens, tu te mets au niveau de leurs jambes et tu regardes. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen. Et bon, après, si tu veux lui faire une petite gâterie aussi. Oh, mes gars, cette blague là. Enfin. Du coup, Raymond Dasman, c'est la première personne qui a pris la peine de définir la biodiversité. Donc voilà, je vous ai remis sa petite tête. Il a une bonne bouille, il me fait un peu penser à Gandhi. Donc voilà. Si j'en perds en chemin ou s'il y en a qui dorment, faut pas hésiter à me le dire. Faut pas hésiter à poser des questions aussi, autres que est-ce que les pingouins ont des genoux? Et si jamais je suis en train de noter des trucs pour vous poser des questions à la fin. Après, je peux vous dire pourquoi le T-Rex était toujours en colère. Pourquoi le T-Rex c'était toujours quoi? En colère. Oh, pourquoi il était toujours en colère? Il avait des trop petites pattes. Du coup, comment on a classifié le vivant? Parce que je vous parle du vivant depuis tout à l'heure, mais comment on l'a classifié? Est-ce que je vous ai parlé de famille, d'espèces? On va y revenir. Hein, je vais vous donner un peu des définitions à tout ça. Mais du coup, voici, on les a souvent classifiés sous forme d'arbres phylogénétiques. Et donc, ils ont bien évolué. De quoi? C'est quoi un arbre phylogénétique? Alors c'est en gros, on va classer les individus vivants, que ça peut être les plantes, ça peut être les bactéries, etc. Ou bien même l'homme, hein, etc. Les animaux. Et par caractéristiques. Mais on va y revenir. D'accord. Grosso modo, ça a évolué. Donc là on a un arbre de Darwin, on a un arbre de Haeckel. Et vous voyez, donc c'est chronologique. Hein. On a de 1801, 1809, 37, puis 79. 79. Et enfin, ça ressemble à ça. Actuellement, un arbre phylogénétique, ça ressemble à ça. Voilà. On part d'une même base commune, ici, et ensuite, ça se diversifie énormément. Et il y a encore davantage de branches. Ça dépend à quel moment on s'arrête. Il y avait une question, c'est ça, non? Non. Ah non, j'ai cru que tu m'avais dit ça. Bah, du coup, pour que ce soit un peu plus simple, on va voir un peu une vue plus simplifiée que ce gros merdier. Et donc là, voilà, il est assez simplifié. On a les animaux, vous voyez, les fungi, les plantes, qui sont réunis sous les eucaryotes. Et ensuite, nous avons les bactéries, etc. Donc ça, c'est un peu un système de classification. Plus simplement, on a le système pyramidal. Vous voyez, donc on a la vie qui englobe tout, qui descend donc le domaine. Ensuite, on a le royaume. Ensuite, on descend, et on arrive jusqu'à l'espèce. Donc, pour revenir aux définitions dont je vous ai parlé, la famille, en fait, c'est juste, dites-vous qu'il faut que ce soit un groupe d'un ou plusieurs individus qui partagent un attribut commun, alors qu'une espèce, en fait, c'est la zone la plus basse, comme je vous ai montré, hein, et c'est vraiment est-ce qu'ils peuvent se reproduire entre eux, voilà. Et est-ce que la descendance sera fertile. Pour vous donner un exemple, hein, la famille, ça va être les Cervidae, donc ça reprend l'ordre des cerfs, la famille des cerfs, plutôt, utilisons les bonbons.
Alors que une espèce, ça va être la baleine bleue. C'est quelque chose de plus précis. En fait, à chaque fois qu'on avance dans le vivant, on gagne en précision. Et là, vous commencez à vous dire, mais putain, pourquoi il nous parle pas de... Il nous avait dit qu'il nous parlait d'extinction et de permien, et là, pour l'instant, il l'a utilisé aucune fois, ces définitions. J'y viens, patience. Oh merde, il y a eu un bug. Du coup, là, je vais vous faire un petit jeu. Ah, un jeu. Un petit mini-jeu, ouais, je suis gentil, je vous fais des jeux. Vous êtes chaud dans le chat. C'est votre moment, là. Eh ben, allez-y, dites-moi ce qui va pas. Vous avez une image, dites-moi ce qui va pas. Faudra que tu me dises, hein, du coup, Méga. Mais Méga, tu peux participer. Tout le monde peut participer, hein. Y a pas de... Ouais, ici, il y a des bonnes réponses, il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses, mais disons qu'il n'y a pas d'exclus. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que vous avez une idée de ce qui ne peut pas... Après, cette question avait été aussi faite pour des personnes qui ont l'habitude de travailler avec ce genre de termes. Il y a quelqu'un qui dit que le Triceratops n'est pas dans la bonne période. Alors, le Triceratops, non, normalement il a connu cette... si on considère qu'ici c'est l'extinction du Crétacé, normalement le Triceratops est au bon endroit, je crois. Il y a Mamie qui dit que les différentes espèces n'ont pas vécu en même temps. Pas spécialement. Voyez plus globalement. Qu'est-ce que... Alors, donc, je vais vous donner les réponses si vous voulez. Ou tu préfères qu'on attende encore un peu? Tu peux laisser encore une minute. Une minute, c'est parti, top chrono. Juste le temps de leur laisser... Alors, physiquement, ils ont été désintégrés avant de se faire percuter. Oui, probablement. Alors, là, par contre, là, c'est une... À cause de la chaleur. Là, c'est une piste de réponse que vous avez. Vous avez peut-être une idée à creuser. Ils étaient disparus avant ce moment. Alors, les dinosaures étaient effectivement en train ils étaient sur le déclin au moment de l'extinction du Crétacé. C'est pas le sujet, mais si vous voulez, je peux vous en parler, il n'y a pas de souci. Pendant que vous cherchez, je vais vous en parler, tenez. En gros, les dinosaures, il est supposé que, de base, on a un seul et grand continent qu'on appelle la Pangée. J'y reviendrai plus tard sur ce continent. Mais du coup, ça veut dire qu'il y avait de très grands territoires de chasse pour des animaux qui étaient très grands. Les T-Rex, les Diplodocus, etc. Même si, bon, le Diplodocus est herbivore, mais pour vous donner une idée, ils pouvaient parcourir énormément de kilomètres. Ils avaient de quoi se déplacer librement. Et il est supposé, en fait, que le morcellement des continents, et donc la réduction des territoires de chasse, ait entraîné une extinction première parmi les populations de dinosaures, puisqu'ils avaient moins accès à de la nourriture, et donc la diversification des espèces était sur le déclin. Et il n'est pas supposé, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré justement qu'il y avait des pertes parmi les populations, et qu'en fait la météorite qui s'est écrasée à Chicxulub, si je me rappelle bien, et ouais, c'est un nom horrible, c'est au Mexique, je crois. Et cette météorite, en fait, ça a juste été le coup de grâce. Donc, est-ce que quelque chose a été dit dans le chat? Je suis pas convaincu par la montagne là à droite, la tectonique des plaques n'avait pas assez monté des montagnes comme ça. Si, on avait déjà du relief. Même durant le Permien, on a toujours eu de la topographie. Plus ou moins élevée, et les montagnes ont toujours été présentes. En gros, donc ce qui va pas sur cette image, c'est déjà qu'une extinction de masse, faut pas avoir une idée cataclysmique, comme c'était présenté sur cette image. C'est une vue d'artiste, c'est pas cataclysmique, c'est quelque chose qui va prendre son temps. C'est quelque chose qui prend des millions d'années à se mettre en place. Pour les plus rapides, c'est quelques milliers d'années. Je rigole à cause de ta parenthèse. Ah oui, la parenthèse, oui, c'est vrai que j'ai oublié de la refaire. Sauf pour les dinosaures qui ont été juste en dessous de la météorite, eux, ça a été instantané. Mais sinon, pour les autres, ça a mis du temps.
c'est pas quelque chose, même et pas que pour l'extinction des dinosaures. Hein. Je vais normalement, je vais y revenir. Euh, Ça a mis du temps à se mettre en place. Et il n'y avait pas qu'un seul processus. L'image que vous voyez là, elle montre uniquement une pluie de météorites. Ok, d'accord, la météorite pour les dinosaures, c'était le cas. Mais à chaque fois, c'était plusieurs processus ensemble. Je vais vous parler du Permien, effectivement, normalement, hein, voilà, c'est un peu le sujet. Mais il faut savoir que c'est pas une chose qui va provoquer une extinction. Ça peut être une chose qui va être le moteur qui va tout provoquer, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Il y a une question de Phébus. Tu voulais dire les retombées des poussières et le manque de soleil a pas eu un gros impact quand même? Point d'interrogation. Si, justement. Mais donc là, tu vois, Phébus, c'est pas l'impact le problème. L'impact a été un problème puisque il a soufflé sur plusieurs kilomètres la vie. Il a soulevé énormément de poussière, mais en plus à côté de ça, les trappes du Décan, ce sont une zone à forte activité volcanique, s'est mis à dégazer énormément à la même période. Et donc l'atmosphère était entièrement saturée, il manquait de la luminosité, pas de photosynthèse pour les plantes, pas de photosynthèse pour la majorité des plantes, dit perte d'herbivores. Si on perd des herbivores, on perd des carnivores, etc. Donc il y a vraiment, c'est jamais un seul et même processus. Et pour le Permien, c'est bien plus complexe, je vous montrerai ça. Et enfin, il faut se dire également, et d'ailleurs là, lui, ce petit bonhomme là, on va en reparler de lui. Voilà. Ceux qui me suivent sur Twitch le connaissent déjà normalement, qui me fait très rire. Il a une tête marrante, j'avoue. Et il a une tête marrante, mais il y aura des gros plans sur lui, ça va être sympa. Et du coup, en fait, ça affecte pas non plus que les un gros rat. Ouais, il est dans ma cave là. Ça affecte pas que les grandes espèces, que les grands dinos, etc. Là, je parle de dinos puisque on parlait du Crétacé, mais il y a tout. Il y a tout, et notamment la faune et la flore. Alors que les petits animaux, comme les bactéries, les échinodermes, donc les échinodermes par exemple, ça va être ce genre de petites bestioles qu'on retrouve ici. Ce sont des sortes de crustacés, globalement. C'est pas pour faire des perles, genre un collier. Non. Mais après, je suis sûr que ça peut se faire. Si tu les nettoies bien, si tu les creuses et que tu les pètes pas, ça devrait pouvoir se faire. En tout cas, avec ceux-là, c'est des petits fossiles. Et du coup, eux aussi, ils sont affectés par ces pertes de biodiversité. Faut pas se dire que c'est uniquement les grosses bestioles qui ont pris cher. Non, tout le monde, et certains vont être plus enclins à survivre que d'autres. Mais ça, on y reviendra. Du coup, pour un peu vous définir l'extinction de masse. Donc on va pas. Là, c'est juste une image que je vous ai mis vite fait. C'est pour vous donner une idée qu'en fait, il n'y en a pas eu qu'une. Il y en a eu 5 au total. Il y a eu 5 grandes extinctions de masse, donc celle de l'Ordovicien silurien, celle du Dévonien, celle de la limite Permien-Trias, celle à la fin du Trias, et enfin la plus connue, l'extinction des dinosaures. Enfin, ici, la 6e, c'est celle qu'on est en train de faire. Voilà. Donc chacune ont... Oui. Rien. Non, rien. Pardon, je regardais ton image. Ok. Désolée. Il y a Phébus qui disait que les oursins, c'était des échinodermes. Ouais, c'est ça. Ils font passer un genre... D'ailleurs, j'ai une tasse sur les... j'ai une tasse avec des échinodermes dessus, ça fait marrer au boulot. Bref, je m'égare. Donc ouais, voilà, il y a plusieurs extinctions de masse, et au total, on compte, alors si je me rappelle bien, c'est 15 extinctions et 5 extinctions de masse, qui sont en fait, c'est considéré, les extinctions de masse, il faut se dire que en fait, c'est quand on perd 75% environ des espèces animales et végétales, mais surtout animales, puisque c'est un peu plus simple à tracer. Donc, pour vous donner, donc vous l'avez un peu vu ici,
Mais là, donc ça, c'est la frise des temps géologiques, l'échelle des temps géologiques. Donc en fait, ça représente l'histoire de la planète. Donc l'AD1, c'est sa formation. Tu te Et m'égares. nous, actuellement, on est durant l'Holocène. De quoi? Et ça fait des jeux de mots sur le fait que tu te m'égares. C'est par rapport à ce que tu as dit avant, c'est pas grave. Comment ça? Par rapport à tes D'accord. laisse tomber. J'ai pas. Ok. Du coup, donc voici une version un peu plus simplifiée, enfin bien plus simplifiée parce que. Donc en fait, nous, dites-vous qu'on va regarder cette période-là. Entre 300 et 250 millions d'années. Donc, on va un peu donc parler du Permien maintenant. Alors le Permien, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le Permien, c'est l'époque de la formation de la Pangée, c'est-à-dire du supercontinent que vous voyez à l'écran. C'est un moment en fait où les plaques tectoniques ont fait converger tous les continents qu'on connaît actuellement. Puis plus tard, ils vont se défaire, comme ce qu'on a pour en fait tendre vers ce qu'on a actuellement. J'aime beaucoup le mot actuellement là. Et enfin, sachez que on observe aujourd'hui une convergence des continents. Ils sont en train de se reformer, de retourner vers un état de Pangée. Bon après, dites-vous que on le verra pas ça, on le verra Non, pas, bah, ça se fait sera en mort plusieurs milliards d'années. depuis bien longtemps, mais c'est intéressant, je savais pas. Ah oui. Et du coup, donc ça c'est un peu, ça c'est les dates du Permien. Donc on va dire je vous dis moins 300, moins 200, parce que c'est plus simple à dire, mais les dates exactes, en tout cas les dates qui sont acceptées dans la communauté scientifique, c'est celle-ci. Donc sachez également que le Permien, c'est pas une zone où, comme vous l'avez vu ici, on va le mettre là. Ici, là, on a la formation de la planète. La vie est arrivée bien plus tard. Elle est arrivée au niveau du Cambrien ordovicien. Donc toute cette partie-là, donc il y a 4 milliards d'années à 500 millions d'années, hein, donc on a quand même 3 milliards d'années où il y avait quasiment rien. Où il n'y avait pas de... Dans le chat. Et il y a Phébus qui demande si on sait ce qui fait bouger les continents. J'imagine pour reformer la Pangée. On sait ce qui fait. Pourquoi les plaques tectoniques elles bougent, oui. C'est la question, c'est ça? Ouais, j'imagine. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui fait bouger les continents? En gros, il faut se dire que sous nos pieds, on a donc la planète en fait est composée de plusieurs sphères. On a le noyau solide, qui est puis le noyau liquide, le manteau et la croûte. Grosso merdo. Dans le manteau, on a de l'activité mantélique. Cette activité mantélique, en fait, il faut imaginer ça comme une roue crantée qui va embarquer les continents. Je simplifie au maximum. Ouais, c'est bien. Avec un schéma, ce serait mieux, etc. Mais dites-vous qu'en fait, c'est un peu cette activité mantélique qui va faire bouger les continents. Et en même temps, il y a d'autres choses. Il y a le poids de la lithosphère, donc le poids on va dire le poids de la roche en surface, qui va être embarqué, qui va faire un phénomène de, comment dire, son poids va faire en sorte que, au fur et à mesure, donc elle va aller en profondeur, elle va se faire embarquer par la roue crantée, et du coup, ça va un peu déplacer tout ça. Mais après, encore aujourd'hui, c'est un phénomène assez flou. On n'est pas 100% certain de ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être que c'est complètement faux. Il y a encore beaucoup de débats à ce sujet-là. Et du coup, donc, je vous remets là. Donc voilà, il faut se dire qu'il y avait une diversité d'espèces durant le Permien. Le Permien, c'était vraiment une zone, une période où on avait beaucoup de végétation, on commençait à avoir de gros animaux. D'ailleurs, j'espère que vous le reconnaissez, celui-ci. Hein, oui, c'est les petits qui. Oui, il est juste là avec son petit nom. Ouais, c'est un dimétrodon du coup. Il faut se dire que vraiment, on avait de gros comparé à l'homme là.
Vous voyez que c'est quand même... C'est un chat. on a les premiers reptiles. De quoi? Il y a Phébus qui dit que c'est un chat. Celui-ci, Ouais, c'est... je pense. Bah lui d'ailleurs c'est un dysnosaure, et lui c'est un gorgonopsien. On dirait un peu le genre. Si c'est un chat, il est bizarre ton chat. On dirait un peu l'ancêtre d'un félin, celui en haut à droite là, qui est un peu beige. Bah en fait, durant le Permien, on a les premiers ancêtres des mammifères, justement. C'est pour ça. On a les. Mais après, en fait, le Permien, si je vous remets la frise, on a le Permien ici, et après, on a l'ère des dinosaures. Et les mammifères n'apparaîtront que bien plus tard. Ils apparaissent durant le tertiaire, alors que vraiment le secondaire, c'est les dinosaures sont les rois du game. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur l'extraction de masse du Permien? Donc déjà, elle s'est passée il y a 252 millions d'années. C'est également la plus grosse perte en termes de biodiversité qui existe. 95% des espèces sont mortes. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Tout a été rasé. Et c'est pas qu'une extinction qui a été terrestre ou marine, elle a été marine et terrestre. C'est assez important de le spécifier puisque d'autres extinctions ne touchent que le domaine marin. Puisque il n'y avait pas encore de vie sur Terre, ou alors on n'arrive pas à retrouver d'échantillons des bestioles qui pouvaient peupler la surface. Mais on sait que les échantillons qu'on a pu avoir pour l'eau, pour la vie aquatique, montrent clairement qu'il y a eu des extinctions. C'est par exemple cette présentation de base, elle parlait des deux grandes extinctions de masse qu'il y avait avant, et justement elles étaient 100% marines. Ensuite donc, dites-vous que cette extinction, elle a plein de processus, elle implique plein de processus, et justement, donc c'est ce que je vous disais, il n'y a pas qu'un seul truc, on va y revenir. Donc je voudrais juste vous remontrer ceci, voilà. Donc dites-vous que c'est un peu l'évolution de la biodiversité. Voilà, vous voyez le nombre de genres ici. Donc à chaque fois qu'on a une extinction, on a une perte. Hop. Et là le Permien, regardez comme la perte est importante comparée au nombre de genres. Hop là. Alors que le Crétacé, il n'y a que 60% des espèces qui y sont passées, c'est du pipi de chat. C'est vraiment celle du Crétacé, dites-vous, celle des dinosaures, hein, donc c'est la moins pire. Bah tenez, il y a les chiffres ici, 86%, 75, 96, 90, 60, 76. Et celle actuelle, on peut pas la calibrer pour l'instant. Et j'espère que on va s'arrêter là. Alors, là c'est du gros pavé comme on aime, hein. Ouais, tout ça. Alors, je vais pas vous faire la lecture, hein, ce serait un peu chiant. Et je pense qu'il y en a 3 au fond qui dorment là. Au moins, ouais. Levez la main ceux qui dorment au fond. Hey Levez pas la main. Vous êtes méchants. Partir. Voilà, c'est bon. Du coup, il y a eu un événement anoxique. Donc, qu'est-ce que l'anoxie? Vous êtes peut-être pas familier. Levé la main. Tu t'arrangeras avec lui. Je peux avoir les droits de modo sur ta chaîne, genre 2 secondes, hein, 2 secondes. 2 secondes. Je saurais même pas comment faire ça en 2 secondes. Je te le passe après. Non, t'inquiète. Du coup, en fait, dites-vous que donc il y a des scientifiques qui se sont dit, venez, on va regarder un peu le sol qu'on a en Norvège. Et ils ont trouvé en fait que durant la période du Permien-Trias, la transition Permien-Trias, on avait des événements anoxiques. En fait, ils ont observé que la formation qu'ils ont ici, qui est à droite, donc ça s'appelle un log stratigraphique. C'est en gros, on a de la roche en face de nous, on va faire des carottes dans le sol, et on va dire
pendant combien de mètres ou combien de kilomètres on a tel type de roche. Ensuite on a tel type de roche, etc., etc. Et en fait ça donne ce genre de choses, ce genre de log. Et vous voyez là par exemple on a toute la période du Trias, en tout cas toute la période celle qui était et qui a été étudiée. Et ensuite on avait la fin du Permien. Et toute cette période ici c'est appelé un événement anoxique. Un événement anoxique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ou pas assez d'oxygène dans l'eau pour permettre à la vie de s'épanouir. Donc, si on a des événements anoxiques, ça veut dire que la vie sous-marine a pris cher. Et ceci, donc là vous voyez sur la carte, il y a plusieurs petits points noirs qui correspondent en fait, donc c'est au moment du Permien-Trias. Vous voyez les continents, contrairement à ce qu'on avait là. Voilà. Vous voyez là les continents comment ils sont. Si je retourne sur la carte, ils ont un peu bougé. Parce que déjà à la fin du Trias, ça commençait un peu à se déplacer. Puis c'est quand même passé 200 à 300 à 200. Ouais, il s'est passé 50 millions d'années entre temps. Donc il y a déjà eu de quoi déplacer. Un peu. Mais c'est déjà ça. Et en fait, tous les points noirs, vous voyez, c'est des zones qui ont été étudiées, qui maintenant ne sont plus à la même zone. Hein. Celles-ci, elles sont par là, puisque l'Amérique est là maintenant. Là, on a l'Amérique du Sud, là, on a l'Afrique, elle n'a pas trop bougé. L'Antarctique s'est barré en bas, l'Europe, etc. Bref, vous connaissez un planisphère, j'espère. Sinon, faut recommencer. Google est votre ami. Ouais, c'est ça. Non, Google. Et du coup, donc, avec ça, ils se sont dit, on observe qu'en Chine, au Japon, en Italie et au Pakistan, hein, là, je vous mets ce qui est marqué, ils ont aussi eu ce genre de déposition, ce genre de comment ça s'appelle ? C'est de la pyrite. Voilà, de l'abondance en pyrite. C'est donc une roche qui montrait du coup la présence d'événements anoxiques, et ces événements anoxiques étaient donc répartis sur l'ensemble du globe. C'est pas quelque chose qui était isolé. Donc potentiellement extinction de masse. Ok, pourquoi pas, mais ça explique pas l'extinction de masse qu'il y a sur la terre ferme. Donc pour ça, il faut qu'on change un peu le niveau de dioxyde de carbone dans l'air, puisque un événement anoxique va être trigger par le dioxyde de carbone, et qui libère le mieux le dioxyde de carbone? Des volcans. Donc ils ont également étudié en Chine que en Sibérie on avait donc ce qu'on appelle des flous de basalte. Les Siberian Flood Basalt, c'est du dépôt donc de basalte, des coulées de basalte qui ont été provoquées, qui ont été déposées suite à des éruptions volcaniques. Et dites-vous bien que le machin, il fait 2 à 3 km3, mais c'est du 10 puissance 6, c'est énorme. C'est énorme. Là, attendez, normalement, voilà. Vous voyez, voilà, regardez la carte. Et donc tout ce qui est coloré, hormis ce qui est en jaune, hein, bien entendu, c'est l'étendue des coulées. C'est immense. Ouais. Là, vous voyez en bas, c'est sur 300 km. Le machin, j'ai pas les chiffres en tête là, mais on est bien sur du facile du 5000 km, pardon. Facile, voire plus. Du coup, ils se sont dit, on a de grosses éruptions qui, en plus de ça, elles coïncident parfaitement avec notre date d'anoxie qui est ici. Donc de 250 il y a 252 millions d'années, on a une anoxie, et comme par hasard, il y a 252 millions d'années, on avait également des coulées basaltiques énormes. Qui veut dire très grosse éruption volcanique. Pour les plus pointilleux d'ailleurs, hein, je précise, là vous voyez il y a 252.1 plus ou moins 4, alors que là on est à 252.28. C'est normal que les dates sont inversées, donc là ça voudrait dire que l'anoxie se fait avant l'éruption, mais en fait c'est encore très débattu,
Et j'avais mis ces dates-là, puisque l'étude liée à cette figure utilisait cette date-là, mais ça coïncide en fait. Il y en a plein, des fois ça monte à 253, l'anoxie des fois à 250, 240, il y a vraiment, c'est assez flou de la dater, on a augmenté la précision avec le temps, mais de là à ce que ce soit extrêmement précis, c'est un peu trop demandé. Du coup, donc cette image est juste pour vous dire, waouh, c'est grand. Moi, je ne ferai pas de blague là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Les gens sont captivés dans le chat, en tout cas. Ah ouais? Ouais, moi aussi. C'est hyper intéressant. Et du coup, donc, on a... Bah tant mieux. Si vous vous faites pas chier... Non, c'est super intéressant. Donc, voilà, soit je vous dis ce qu'il y a là, soit directement on parle avec la figure, qui est un peu mieux. Alors, en gros, dites-vous vraiment, comme le titre le montre, le patient zéro de cette extinction de masse, ça a été les trappes sibériennes. En gros, ces petites... et en plus, ça va rejoindre ce que je vous disais. Il n'y a pas eu... C'est pas les trappes sibériennes qui se sont dit « Eh, venez, on fait un volcan, on s'active. » Donc les volcans font les cons. Et en plus de ça, allez hop, c'est bon. Il y a des morts partout. Non, c'est plusieurs processus. C'est plusieurs processus, comme vous pouvez voir ici. Donc en vert, ça va être directement ce qui va sortir du volcan. Donc on a par exemple augmentation des émissions de CO2. Alors, en bleu, ça va être les causes d'extinction. Donc on a l'acidification de l'océan. Ça va être un réchauffement climatique, une anoxie océanique, une ozone déplétion. Alors j'ai plus le terme en français, mais en gros dites-vous que c'est un trou dans la couche d'ozone. On a une perte de l'ozone dans la déplétion, une perte d'ozone dans l'atmosphère, qui va entraîner en fait que les rayonnements solaires vont un peu mieux passer. Et qui dit rayonnement solaire qui passe un peu mieux, dit également venez, on met de l'UV. Et l'UV, c'est un peu mortel. Donc, si l'organisme est pas prêt à recevoir une telle quantité, ensuite on a des pluies acides, parce que effectivement, si vous relâchez suffisamment de gaz, notamment provenant de volcans dans l'atmosphère, ça fait mal. Et enfin, et donc ça c'est ce que disait Phébus, on avait donc ce qu'on appelle donc volcanic darkness, c'est-à-dire les poussières et les gaz qui sont des gaz à effet de serre et des gaz opaques vont aller dans l'atmosphère, occulter la luminosité, on va dire l'énergie lumineuse nécessaire pour la photosynthèse, qui donc va se ralentir, et on va même avoir un refroidissement de la planète, léger mais quand même important. Et les espèces, eh bien, elles vont morfler. Donc voilà, en rouge, bien sûr, vous avez les impacts. En gros, dites-vous vraiment, ce document, cette figure, elle est géniale, elle a été reprise par énormément de personnes, puisque en fait, au lieu de vous parler de ça, en vous disant ouais, voilà, on a de tels impacts, etc. Cette figure, elle dit absolument tout. Pour peu que vous ayez le vocabulaire, en anglais de ce qui est présenté. Mais voilà, vraiment, ou alors c'est vraiment tous les papiers parlant précisément de l'extinction en l'utiliser. Parlant des causes de l'extinction, utiliser cette figure, plus ou moins modifiée, ou alors ils y faisaient référence. Donc vraiment, dites-vous, l'extinction du Permien, celle qui a touché 95% de la vie, et bien en fait, c'est juste les volcans qui ont fait des siennes. Voilà. Et ça a causé plein de choses. Bon, je pourrais m'arrêter là. Mais on va un peu parler maintenant de la vie, parce que j'aime bien vous parler de la vie. On m'appelle Maestro. Ouais, c'est vrai que techniquement parler de la vie pour parler de la mort.
Alors, là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vie au Permien, avant l'extinction, a été très diversifiée. On avait vraiment, les plantes, c'était beaucoup des fougères, par contre, qui libéraient beaucoup de spores, un peu comme dans Last of Us, si vous avez joué au jeu, pas la série. Elles se reproduisaient par libération de spores dans l'atmosphère. Encore maintenant, on a ça, hein, on a encore des plantes qui se reproduisent de cette façon. Et on avait beaucoup donc de communautés animales, non seulement les ancêtres des mammifères. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la légende de cette image. Hein. Je m'étais fait chier à la trouver et j'en étais très drôle. Je la trouve très drôle. Voilà. Du coup, on a parlé un peu de la vie vite fait. Je vous ai parlé du Démétrodon, je vous ai parlé Gorgonopsien vite fait. Maintenant, on va s'intéresser au Lystrosaure. C'est ça. C'est donc le Lystrosaure. Et on va faire un peu une étude de cas très rapide sur cette bestiole. En gros, donc déjà, ce n'est pas un dinosaure. Les dinosaures, pour rappel, ils sont apparus au Trias. Avant ça, on avait des animaux, hein, mais on les appelle pas spécifiquement les dinosaures. Lui, c'est un ancêtre des mammifères. C'est un ancêtre des mammifères. Et comme vous pouvez voir en haut à droite, ça faisait la taille d'un chien. C'est gros quand chien, même. Quoi. Ça dépend. Si tu regardes les espèces moyennes, c'est un petit chien. Ouais, et vrai. Sinon, c'est un bon gros chien. C'est un bon gros chien, quoi. Pour les plus grosses espèces. Ouais. Et il était herbivore, hein, d'ailleurs. Et il faut savoir que cette bébête, herbivore, peinard, tranquille, elle en a absolument rien à foutre qu'il y ait, lorsqu'il est présent sur cette terre, l'extinction de masse qui a touché 95% de la vie. Ce petit enfoiré, il a en fait c'est l'ancêtre, le premier animal auquel on aurait des preuves de l'hibernation. En gros, il y a une extinction en cours, et lui, il va dormir. Littéralement, c'est moi au réveil, en mode qu'est-ce qui se passe, et il retourne se coucher. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, après je vous expliquerai pourquoi il y a le petit lézard et pourquoi il y a l'Erythrosuchus. Mais en gros, ce petit animal, il s'est retrouvé à devenir le boss du game. Pourquoi ? Parce que l'extinction a touché énormément d'animaux. Elle a tué, par exemple, le Gorgonopsien, il y est passé. Le Scutosaurus, il y est passé. C'est like a boss, clairement. Mais lui, pas du tout. Il en a rien à foutre. Pourquoi ? Hibernation. Comment on sait qu'il a hiberné ? C'est en fait, on a comparé deux groupes différents, un en Antarctique et un autre en Afrique du Sud. Et en fait, on s'est aperçu qu'en Antarctique, d'ailleurs, juste pour vous le dire, l'Antarctique, elle n'était pas si basse. Donc là, elle l'est. L'image n'est pas exactement du Trias. Mais dites-vous que l'Antarctique était plus haute aussi. À un moment, dans son histoire, c'était littéralement un paradis de verdure. Parce qu'elle était à des latitudes plus basses. On parle de basse latitude pour l'équateur et haute latitude pour les pôles. Donc, le coco, il a survécu en dormant. Et en fait, comment on l'a vu du coup, c'est parce qu'entre les deux populations étudiées, il y avait ce qu'on appelle un stress, une différence de stress au niveau de ses dents. En gros, donc là vous voyez, les deux espèces, donc on va dire celle de Carobassine et celle de la Fremont Formation, elles présentaient différentes stress au niveau de leurs dents, puisqu'une dent en fait ça pousse un peu comme un arbre. Dites-vous que ça pousse comme un arbre, vous savez les cercles concentriques autour d'eux. Mm-hmm. Et ben en fait c'est la même chose pour une dent. Et comme là vous voulez voir, hop, on a un petit stress. Là, on a une petite variation. Et en fait, c'est un moyen de savoir que si un stress apparaît au niveau de la dentation, c'est que l'animal a
a vu des changements climatiques. Des changements climatiques, mais surtout de l'hibernation. Ça se voit en fait chez les animaux actuels. Les animaux qui hibernent vont, si leurs dents poussent pendant ce temps, le stress, les marques au niveau de leurs dents seront différentes qu'un animal qui n'hiberne pas de la même espèce. Et en fait, on s'est rendu compte que les espèces sud-africaines n'avaient pas hiberné et qu'elles y étaient passées, alors que l'espèce de l'Antarctique, elle, avait hiberné et elle avait pu survivre à cette période d'extinction. Donc c'est un peu pour vous montrer que même si tu fais la taille d'un chien, même si tu as une extinction de masse énorme qui est sur ta gueule, OSEF, tu peux quand même survivre, faut juste dormir. Retenez ça les enfants, au travail dormez, votre patron il pourra rien vous faire. Moi je l'aime bien aussi, mamie. On l'aime bien du coup, ce petit Lystrosaure. Vous l'aimez bien, en fait il est mort. Oui, il n'a pas survécu avec le temps, puisque en fait avec l'extinction du Permien, la vie a survécu. La vie trouve toujours son chemin. Dites-vous que déjà c'est exceptionnel. Vraiment, faut se dire que c'est exceptionnel qu'un animal de cette taille, qui a donc énormément de besoins nutritionnels, hein, même s'il est herbivore et qui va manger les fougères qui ont pu survivre, il a besoin de se nourrir. Et il a pu passer au travers, puisque justement, hibernation. Mais ce qui a survécu également, c'est des petits lézards. Les petits mammifères, les petits lézards qui sont passés au travers, puisque eux, ils ont moins de besoins nutritionnels. Du coup, si les grosses bestioles meurent, eux, ils peuvent quand même survivre. Sauf qu'avec le temps, ce petit lézard, c'est devenu, voilà, l'Erythrosuchus, ici, un beau mastodonte, hein, quand même. Ah oui. Et c'est devenu en fait l'un des principaux prédateurs du Lystrosaure, qui était jusqu'à présent tranquille, tout seul, il n'y avait personne pour le faire chier. Il a pu prospérer énormément, mais ensuite, il y a des prédateurs qui ont apparu. Je vous conseille, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Notre Terre, et qui résume extrêmement bien les extinctions. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, je crois que c'est 8 épisodes sur l'histoire de la vie sur Terre. Il est très complet et accessible à tous. Et d'ailleurs, si vous le regardez en VO, c'est comment il s'appelle déjà, celui qui fait Invictus, qui double. J'ai pas vu. C'est l'acteur qui s'appelle. J'ai pas la rêve, comme d'hab. Si quelqu'un a la rêve, enfin, Ouais, celui qui joue Dieu dans Bruce Tout-Puissant, peut-être que tu l'auras. Non plus. Ah, mais vas-y, alors t'as pas de film. Non, mais alors moi les films c'est pas ma grande passion. Bah, dites-vous, voilà, c'est un mec ultra connu que j'ai oublié son nom et ça me. Bref, et sa voix va très. Merci. Merci Phébus. Merci Phébus. Donc oui, c'est Morgan Freeman qui double en VO, voilà, et ça passe extrêmement bien. Si vous le regardez en VO, ça passe bien. Je crois que je l'ai vu. Du coup, donc voilà, donc c'était un peu pour vous parler donc du Permien et de l'extinction et comment est-ce qu'on peut survivre. Donc juste, je vous fais une petite conclue hein, quand même parce qu'on n'est pas des chiens. Non, une extinction de masse, dites-vous que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et qui doit correspondre à une perte de 75% de la vie sur Terre, des espèces, des genres et espèces. Que c'est pas forcément des événements catastrophiques. Que par exemple pour le Permien, certes il y a eu des éruptions, mais ensuite ce qui a causé les extinctions, c'est un réchauffement, une anoxie, une acidification de l'océan, un trou dans la couche d'ozone, les pluies acides, etc. C'est pas quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose qui se passe, qui se fait, et ça impacte la vie sur Terre. Mais c'est pas en mode ah il y a le feu partout. C'est pas comme l'image que je vous ai montrée au début. Il faut également vous dire que vous pouvez la comparer avec l'extinction actuelle, la 6e. La 6e qui est en cours et qui est causée par l'activité humaine. Il n'y a pas le feu partout. Hormis en Australie et au Canada, mais ça c'est une autre chose. Mais c'est
c'est quelque chose, on vit très bien on vit très bien avec parce que ça ne touche pas encore. Mais il y a des espèces qui le ressentent plus que d'autres, et donc il y a un déclin des populations. Ensuite, dites-vous que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour citer Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. D'ailleurs, hein, c'est la citation exacte ici hein, de la VO. Une extinction, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ni bon ni mauvais. C'est pas triste en soi, puisque sans toutes ces perturbations dans le processus de la vie, l'homme n'aurait jamais pu voir le jour, on va dire. On n'aurait jamais pu prospérer. La disparition hop, attendez, je vous le montre. Hop, des sortes des batraciens, des gros batraciens qui peuplaient le Permien, a permis en place aux reptiles de prédominer. La disparition des premiers reptiles a laissé place aux dinosaures, qui sont d'ailleurs un des oiseaux. Sachez-le, une poule est un dinosaure. Et la disparition des dinosaures, en tout cas l'extinction des dinosaures, c'est en fait quelque chose qui a permis aux mammifères de prendre le contrôle. Et après, à l'homme d'intervenir. C'est vraiment, ça c'est un point qui est important, je trouve, de se dire que c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est un point de vue égoïste de dire que c'est mal. C'est juste, ça arrive. Sauf quand c'est l'homme qui la cause, là par contre ça c'est mal. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a Pinty qui dit qu'après en Australie, si ça crame pas, il y a des espèces qui ne se reproduisent pas. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de. Disons que quand on a quand on a envie de niquer le game, l'homme est très fort pour ça. Hein. Et il y a Phébus qui demande si c'est la position des pattes qui fait qu'on appelle ça un dinosaure. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus quelque chose au niveau du squelette et des ancêtres communs. Parce que, par exemple, comment dire, y a pas, c'est plusieurs critères. Par exemple, l'image en haut à droite, elle le montre bien, quoi. C'est le canard qui a survécu aux dinosaures. C'est comment dire, c'est plus au niveau de l'évolution, on reconstitue comme ça. On peut pas dire le machin il se balade sur deux pattes, c'est un dinosaure. À l'inverse, on peut pas dire que par exemple, regarde le T-Rex, il est bipède, alors que le Diplodocus ou le Triceratops vont se déplacer à quatre pattes. Et à côté de ça, on a le Tyrannosaure qui lui se déplace à deux pattes, et pourtant il est herbivore. Donc c'est pas en fonction du régime alimentaire. C'est plus complexe que de dire qu'il y a qu'un seul truc. Je sais pas si ça te répond. En tout cas, moi j'ai fini. J'ai parlé du Permien. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? C'était super intéressant, merci beaucoup. Hop, je vais couper le stream si... Ouais, tu dis on te garde en vocal déjà le temps de... Oui, c'est juste couper le stream pour pouvoir retourner voir le chat. Et pile dans les temps, pile dans les temps en plus. C'était pas volontaire, hein. Vraiment, moi j'ai juste parlé, j'ai fait mon histoire. Pile dans les temps. Du coup... Est-ce que vous avez d'autres questions pour professeur Polyflemme? C'était vraiment très cool. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Pas de soucis. Hein, c'était trop bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. On voit que ça te passionne, c'est trop chouette, franchement. J'aime bien les extinctions, tout ça. Les perturbations de la biosphère, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des perturbations positives et négatives, hein, dites-vous. Par exemple, un autre exemple, durant le Dévonien, donc c'est encore plus ancien que le Permien, il y avait en fait un moment où on a une perturbation positive, c'est-à-dire on a l'apparition en fait des plantes et de la vie à fleurs sur la terre ferme, sauf qu'en même temps en fait ça a tellement apporté de sédiments dans l'eau et d'oxygène dans l'atmosphère
qu'il y a eu plein d'espèces qui n'ont pas pu survivre et il y a eu une extinction à ce niveau-là. Donc en fait, des fois, des choses qu'on va dire bénéfiques, entre guillemets, vont faire place à des processus d'extinction. Voilà. Trop intéressant. Du coup, j'ai pris des notes pendant ta présentation, comme ça je peux vous faire un quiz après. On peut te libérer dès que tu veux, comme ça tu peux faire ce que tu avais à faire. Mais je peux vous faire un quiz dans le chat. Vas-y, balance les premières questions, je suis curieux. J'en ai pris que 7, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est juste des questions un peu marrantes. Différentes questions. Mais des questions complètement stupides, parce que c'est moi. Du coup, la première question, c'est combien est-ce qu'il y avait de diplodocus sur l'image de l'extinction? Il y en avait 3, non? J'espère que vous avez été attentifs. Coucou Violette, j'espère que tu vas bien. Je ne connais pas la réponse, je n'ai pas le diapo sous les yeux, mais j'aurais dit 3 ou 2. Voilà, c'est des questions comme ça. Non, il y a des questions aussi vraiment plus scientifiques, genre qu'est-ce qu'un événement anoxique? Du coup, je leur fais le quiz après, mais du coup, merci beaucoup. Je sais pas, si vous avez des questions, je ferai le quiz après. Tu peux venir dans le chat si tu veux après. Bah là, du coup, je vais devoir y aller. Ouais. Mais je te passerai les questions si tu veux, je te les écrirai à côté. Pas de soucis. Comme ça. Après, de toute façon, normalement, si c'est des questions sur ce que je t'ai présenté, j'ai oui, les réponses. C'est que des questions sur ce que tu as présenté. Ou alors, c'est que j'ai pas très bien suivi. C'est que t'as pas assez bien présenté ta propre présentation. Oh, horrible. Imagine. quelle horreur. Non, c'est que des questions sur... sur coucou Voilette, bonne soirée à toi également. Mais merci beaucoup, c'était vraiment trop intéressant. Merci beaucoup d'être venu participer à cet épisode. Et une bonne soirée à toi. Un jour, si tu veux, je vous parlerai du mégalodon. Ouais, avec grand plaisir pour un prochain futur épisode. Ouais, si vous Clairement. voulez. Allez, c'était trop bien. Merci infiniment. Ciao tout le monde, ciao le chat. Des bibis. Amusez-vous bien et répondez bien aux questions, sinon je vais casser les genoux aux pingouins et les vôtres, attention. Hein. Exactement. Allez, des bibis. Ciao. Des bisous. Ciao. Bon, on est entre nous. Du coup, je reprends les questions pour le quiz. Oui. Coucou, ça a été Violette, le travail? J'espère que ça a été. Et Police, si t'es dans le coin, merci encore, c'était trop chouette. Le mégalodon, ouais, on fera une séance mégalodon plus tard. Du coup, je vais vous poser les questions du... Non, je suis morte, ouais, ma pauvre. J'espère que ça ira. J'espère que tu peux te reposer ce week-end un peu. Je vous fais les questions, il y a des questions marrantes, j'en ai 7. Vous avez déjà répondu à 2 questions, mais je vous les refais quand même. Du coup, combien est-ce qu'il y avait de diplodocus sur la question, sur la photo de l'extinction? Pintix, t'as le droit de répondre si jamais. Sinon, c'est pas marrant. Des diplos, il y en avait 2, ouais. Il y avait 2 diplos. Attendez, je barre les questions que j'ai déjà faites parce que je vais pas dans l'ordre, évidemment. Il y en avait 2. Mais les questions un peu plus scientifiques aussi, je trouvais juste marrant de faire des questions un peu dans tous les sens. Du coup, pendant l'extinction du Permien, donc celle dont il nous a parlé pendant suffisamment de temps, combien de pourcentage des espèces ont disparu? J'attends. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Combien de pourcentage des espèces ont disparu pendant l'extinction du Permien, de la fin du Permien? J'attends vos propositions. Que dites-vous? Il y en a qui trichent là. Il y en a qui ont été chercher les schémas. Beaucoup. Ouais, c'est ça la réponse. Un gros drop. Effectivement, c'était... ça dépend en fait. Il a dit 95, mais effectivement sur le schéma c'était 96. Alors, question suivante. Combien est-ce qu'il y a eu d'extinctions en tout?
Combien est-ce qu'il y a eu d'extinctions en tout? À peu près, on estime. Combien est-ce qu'il y a eu d'extinctions? Pardon, je sais pas parler. Combien est-ce qu'il y a eu d'extinctions en tout? Je vous laisse encore 30 secondes pour répondre. Je vous laisse 30 secondes pour répondre à cette petite question. Combien y a-t-il eu d'extinctions en tout? Il n'y a que moi qui ai suivi ou les autres répondent pas là. Je sais pas. Peut-être que personne n'a suivi. Ou tu fais peur à tout le monde. On est sur la 6e, non? Alors c'était... C'était une question piège. Parce que je vous ai même fait des questions pièges et tout. Techniquement, on est sur la 6e grande extinction, mais on est sur un total de 15 extinctions. Ah, c'est dur à dire. À peu près, c'est ce qu'il expliquait. C'était une question piège. Tada! Voilà. Je mets le petit chat avec les flammes. Parce que je vous ai eu. Je suis si méchante, moi. Voilà. Du coup, autre question suivante. Et ouais, et ouais, c'était une question piège. Il en faut bien. J'ai vraiment pris des notes et tout, sérieuse. Hein. Du coup, quelle est la date de référence de début de la révolution industrielle? Vous avez l'impression d'être à l'école à nouveau. Hein. Je répète, quelle est la date de référence de début de la révolution industrielle? La Turquie. Je suis pas serein pour ça, ouais, je comprends. Je comprends. En même temps, je vous pose des questions qui sont pas très cool, franchement. J'ai noté un peu tout type de questions. Je répète pour les derniers au dernier rang là. Quelle est la date de référence de début de la révolution industrielle? Vous n'avez pas besoin de lever la main si jamais, vous pouvez juste noter les choses dans le chat. 1700 et des brouettes. Et plein de brouettes parce que c'était la révolution industrielle, avec du charbon. Du coup, la réponse était... Effectivement, c'était 1850. Bien joué, Phébus. Quelle mémoire. T'as bien écouté, hein. En vrai, c'était passionnant. C'était hyper cool comme deuxième épisode. Du coup, question suivante. Qu'est-ce qu'un événement anoxique? Comme les moutons au charbon. On dirait pas, hein, mais si, je sais que t'écoutes bien. Même moi, j'ai bien écouté. Je répète la question. Qu'est-ce qu'un événement anoxique? Phébus, laisse les autres répondre un peu. Non, je t'embête. Vous avez le droit de répondre. Vous avez le droit d'être précis aussi dans la réponse. Si ta réponse n'est pas assez précise, Phébus. En plus, j'ai de latence. Une modification majeure de la composition de l'air, il me semble, donc raréfaction d'oxygène, augmentation de carbone, etc. Bon, à vous deux, vous avez la réponse, quoi. Effectivement, c'est une modification suffisamment importante de l'oxygène. Moi, j'ai noté de l'oxygène dans l'eau, et c'est pour ça que, du coup, il y avait... Ouais, exactement.
Ça veut dire que les espèces marines ont pris cher. Exactement. Wesh. T'as oublié le wesh à la fin. Hop. Ensuite, avant-dernière question. C'est une question pour Mamie. Mamie, j'espère que tu es toujours là. Nous avons une question pour toi. Alors, avant-dernière question. Qu'a fait le lithosaure pendant l'extinction? Je répète. Qu'a fait le lithosaure pendant l'extinction? Vas-y, Mamie. J'ai une latence de fou, je lis les réponses de Phébus avant d'entendre la question. Ah mince. Ouais, je sais que ma connexion internet en ce moment est genre vraiment pourrave, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Il a dormi comme un boss. Ouais. Il se met au lit clairement. Je laisse un peu de temps avant de répondre. Ouais, je sais pas, ma connexion internet en ce moment. On a bien vu déjà mardi, j'ai eu des soucis. Je sais pas pourquoi. Il a fait dodo. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'a fait le lithosaure pendant l'extinction? Il a hiberné et du coup, il a survécu comme un boss. Et maintenant, c'est une question qui n'était pas dans la présentation d'aujourd'hui, c'est juste une question que j'ai trouvée marrante et que je suis allée chercher avant le début de la présentation de Polly. Combien de followers a Polly? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Polly est un streamer. Donc combien de followers a Polly? Dodo, l'enfant d'eau, le lithosaure s'étendra bientôt. Non, c'est pas Taco, puisque Phébus a clairement entendu lui. Ouais, mais même ma connexion est pas bonne, j'ai vu moins que toi. Peut-être la mienne de quoi. Je répète la question, combien de followers a Polly? Parce que je répète que Polly, qui nous a très gentiment fait la présentation aujourd'hui, est un streamer. Hop. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Ah, il y en a un qui a été regardé là. Il a moins de follow que toi. Effectivement, il a 106 followers. Voilà, c'était la dernière question du quiz. J'espère que ce petit quiz vous a plu. J'espère que ce petit quiz vous a plu. J'ai pris des notes, j'ai écouté attentivement. Mais c'est vrai que la qualité de des vidéos fluctue pas mal. Ouais, ma connexion, c'est une catastrophe. Sincèrement, en ce moment, c'est comme ça. Il y a des moments comme ça chez moi où je sais pas pourquoi Internet fait n'importe quoi. Je fais avec. Je fais avec ce que j'ai. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon. C'était super. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En vrai, c'était tellement intéressant. Je suis très contente que Polly soit venue nous parler.